Dans un théâtre d'opération rempli d'égos gigantesques, un creuset où les personnalités étaient aussi explosives que l'artillerie, se forgea le destin du monde. C'était la scène de George S. Patton, le guerrier débridé avec ses revolvers à crosse de nacre, pure fureur et soufre, un homme qui croyait en la réincarnation et en la charge frontale. C'était le domaine de Bernard Montgomery, l'ascète méthodique et arrogant, un général qui se fiait davantage à son propre jugement qu'à celui de tout autre être humain, un homme qui exigeait une certitude mathématique avant de risquer un seul soldat. Dans ce pandémonium d'ambition, où les frictions entre alliés pouvaient être aussi dangereuses que l'ennemi, où la vanité d'un seul homme pouvait faire échouer toute une campagne, il fallait un type de général différent, pas le plus bruyant, mais le plus serein, pas celui qui frappait la table avec le plus de force, mais celui qui savait exactement quand parler, et plus important encore, quand écouter. Il fallait un aristocrate qui, paradoxalement, comprenait l'âme du simple soldat, un homme doté de la patience d'un saint et de la ruse d'un diplomate, dont la tâche n'était pas seulement de gagner des batailles, mais de faire en sorte que les lions combattent ensemble, au lieu de se dévorer entre eux. Et cela nous amène à une question, une contradiction, qui se trouve au cœur même de l'histoire de la victoire alliée. Comment un homme, dont la carrière fut marquée de manière indélébile par deux des retraites les plus désespérées et humiliantes de l'histoire militaire britannique, est-il devenu le commandant suprême qui mena à la victoire l'armée la plus diverse et multinationale jamais rassemblée durant la Seconde Guerre mondiale? Pensons à ce que signifie une retraite. Ce n'est pas une manœuvre tactique sur une carte, c'est l'effondrement de l'ordre, c'est la désintégration du moral, c'est le goût amer de la défaite, la puanteur de la panique, c'est laisser derrière soi ses morts, détruire son propre équipement pour qu'il ne tombe pas aux mains de l'ennemi et courir pour sauver sa vie. Commander une retraite réussie est en soi un miracle d'organisation. Mais l'histoire n'a pas coutume d'élever des statues aux hommes qui ont le mieux su fuir. Pourtant, cet homme fut l'exception. Son nom était Harold Alexander. Alex, comme le connaissaient ses amis, et finalement le monde entier. Maréchal de l'armée britannique. Un homme dont la légende est forgée en deux moments apparemment opposés. Il fut le dernier commandant à quitter la plage de Dunkerque, le dernier officier à monter à bord d'un destroyer, tandis que la côte de la France brûlait dans son dos, et il fut le maître incontesté de la guerre de coalition, l'homme qui trouva la formule pour faire fonctionner la machine de guerre la plus complexe et conflictuelle de l'histoire. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement raconter l'histoire d'un général, nous allons découvrir l'histoire du général gentilhomme, un chef dont le calme et la diplomatie furent une arme aussi décisive pour la victoire alliée que n'importe quel char Sherman ou canon de 25 livres. Nous allons élucider comment son style, souvent sous-estimé et éclipsé par les personnalités plus tapageuses de ses subordonnés, fut en réalité le ciment qui maintint l'Alliance unie dans ses moments les plus critiques. Sa sérénité n'était pas de la passivité, c'était une arme silencieuse. Sa diplomatie n'était pas de la faiblesse, c'était l'huile qui lubrifiait l'engrenage rouillé et grinçant d'une coalition formée de Britanniques, d'Américains, de Français libres, de Polonais, de Canadiens, de Néo-Zélandais, d'Indiens et de Sud-Africains, chacun avec sa propre fierté nationale, ses propres doctrines et ses propres chaînes de commandement. Ceci est une leçon sur un style de leadership différent. Dans un monde qui glorifie souvent le chef autoritaire, celui qui crie le plus fort, celui qui impose sa volonté par la force, l'histoire d'Alex nous présente une alternative radicale. Il ne s'agit pas de hurler des ordres, mais de construire des consensus. Il ne s'agit pas d'écraser la dissidence, mais de l'écouter et de trouver un terrain d'entente. Il s'agit de garder son calme sous une pression si inimaginable qu'elle aurait brisé la plupart des hommes. Pensons à cette pression. Le destin des nations, les vies de centaines de milliers de soldats, les appels téléphoniques d'un Winston Churchill impatient, les exigences d'un Franklin D. Roosevelt pragmatique et les frictions constantes entre ses propres commandants sur le terrain. Et au milieu de cet ouragan, Alex était l'œil du cyclone, une zone de tranquillité absolue et déconcertante. Son autorité ne provenait pas de la peur qu'il inspirait, mais du respect qu'il générait. C'était une autorité tranquille, gagnée à la force du poignet dans les tranchées et consolidée dans les quartiers généraux. C'était le type de chef que les hommes suivaient, non pas parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils le voulaient.
Au cours de notre voyage, nous le verrons gagner ses éperons et de multiples décorations pour sa bravoure sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, où il apprit le coût humain de la guerre de première main. Nous serons avec lui sur les plages de Dunkerque, organisant l'évacuation finale avec un calme méthodique, tandis que les bombes des Stuka tombaient autour de lui. Nous le suivrons jusque dans la jungle infernale de Birmanie, menant une autre retraite impossible face à un ennemi implacable. Ensuite, nous le verrons accéder au commandement suprême, d'abord en Afrique du Nord, où il orchestra l'expulsion finale de l'Africa Corps, puis dans la brutale et sanglante campagne d'Italie, le ventre mou de l'Europe, qui se révéla être l'une des campagnes les plus dures de toute la guerre. Nous serons témoins de sa capacité unique, presque magique, à gérer les personnalités les plus difficiles du conflit, à agir comme l'amortisseur indispensable entre un Montgomery épineux et un Patton volcanique. Et enfin, nous suivrons sa carrière au-delà du champ de bataille. En tant qu'homme d'État distingué, gouverneur général du Canada, prouvant que ses compétences en leadership transcendaient le domaine militaire. Ainsi, la prochaine fois que vous penserez aux grands généraux de la Seconde Guerre mondiale, aux visages qui ont défini la victoire, peut-être que l'image qui devrait vous venir à l'esprit n'est pas celle d'un cri de guerre, mais celle d'un sang-froid inébranlable. Le calme peut-il être l'arme la plus acérée dans l'arsenal d'un général? Pour comprendre l'homme, il faut d'abord comprendre son monde. Harold Alexander naquit le 10 décembre 1891 dans le comté de Tyrone, dans ce qui est aujourd'hui l'Irlande du Nord. Il ne naquit ni dans la pauvreté, ni dans l'obscurité. Il vint au monde au sein de l'une des plus éminentes familles de l'aristocratie anglo-irlandaise. Son père était le comte de Caldon, et le jeune Harold grandit entre les murs d'un château, dans un environnement de privilèges, de devoirs et de traditions immémoriales. En tant que troisième fils du comte, son chemin était, dans une large mesure, prédestiné. Le titre et les propriétés reviendraient à son frère aîné. Pour les fils cadets de l'aristocratie, les options étaient claires et honorables, l'Église ou l'armée. Alexander choisit l'uniforme. Il fut envoyé dans les institutions qui étaient le moule parfait d'un officier et d'un gentleman britannique. D'abord à la prestigieuse école de Harrow et de là à l'Académie royale militaire de Sandhurst. C'est là qu'il fut poli et préparé, imprégné des valeurs de discipline, de leadership et de service à l'Empire. Il était en apparence l'archétype de l'officier de son époque, élégant, bien éduqué, avec un avenir prometteur à une ère qui ne connaissait pas encore le cataclysme qui s'annonçait. Mais son véritable baptême du feu n'aurait lieu ni dans un défilé colonial, ni à un poste administratif. Sa trempe se ferait dans l'enfer de la Grande Guerre. Quand l'Europe se déchira en 1914, Alexander ne fut pas affecté à un confortable poste d'état-major, loin du danger. Il fut envoyé directement sur le front de l'Ouest, au cœur de la boucherie. En tant que jeune officier, et plus tard comme commandant d'un bataillon des Irish Guards, il vécut la guerre dans sa forme la plus brutale et la plus personnelle. Il fut dans les tranchées détrempées de sang et de boue. Il mena ses hommes par-dessus le parapet, vers le feu des mitrailleuses allemandes. La guerre ne fut pas pour lui une question de cartes et de stratégies abstraites. Ce fut l'odeur de la gangrène, le sifflement constant de l'artillerie, et la responsabilité de regarder dans les yeux des hommes à qui vous alliez ordonner de marcher vers une mort quasi certaine. Il fut blessé 2 fois, des éclats d'obus qui le marquèrent à jamais. Il fut cité à l'ordre du jour 5 fois, une reconnaissance officielle de sa bravoure et de son leadership sous le feu ennemi. Il fut décoré de l'ordre du service distingué et de la croix militaire pour son courage extraordinaire. Cette expérience, l'immersion totale dans le creuset du massacre industriel, forgea en lui les 2 qualités qui le définiraient, un calme imperturbable et une compréhension profonde et sincère de la valeur du moral du soldat. Il vit comment la peur pouvait briser les hommes et comment un leadership tranquille pouvait les maintenir unis. Il comprit que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité de fonctionner malgré elle. Et surtout, il survécut à la Somme, l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire humaine. Après avoir survécu à la Somme, après avoir vu l'apocalypse sur Terre, peu de choses pouvaient encore l'effrayer. Pendant l'entre-deux-guerres, alors que le monde tentait d'oublier le traumatisme, Alexander continua de servir. Il occupa divers postes à travers l'Empire, de la Baltique à l'Inde, consolidant silencieusement sa réputation d'officier exceptionnellement compétent, fiable et serein.
Il ne cherchait pas les gros titres, il faisait simplement son travail avec une efficacité stupéfiante. Et puis, le monde s'embrasa à nouveau. Sa première grande épreuve de la Seconde Guerre mondiale survint à l'heure la plus sombre de la Grande-Bretagne. Dunkerque, en mai 1940. La Blitzkrieg nazie avait balayé la France et le corps expéditionnaire britannique. Piégé contre la mer, le dos à la côte et l'armée allemande resserrant l'étau, l'anéantissement total semblait inévitable. Alexander, alors commandant de la première division, fut chargé de tenir le flanc sud du couloir menant à la plage, l'une des dernières unités à se replier. Sa division se battit avec une ténacité incroyable, retardant les Allemands tandis que des centaines de milliers de ses camarades s'échappaient. Puis, au moment de la crise maximale, le commandant en chef britannique fut évacué en Angleterre pour organiser la défense de la patrie. On confia à Alexander le commandement final de la tête de pont. La responsabilité des derniers jours désespérés de l'évacuation reposa sur ses épaules. Au milieu du chaos absolu, avec des navires qui coulaient et la Luftwaffe qui bombardait sans pitié, Alexander projeta un calme qui semblait surhumain. Il organisa méthodiquement la défense finale, une mince ligne d'hommes et de canons qui permit l'évacuation de plus de 100 000 soldats supplémentaires, des hommes qu'Hitler croyait tenir dans le creux de sa main. La tradition rapporte que, lors de la dernière nuit, il fut littéralement le dernier homme à quitter la plage. Il parcourut la côte dans une petite vedette, criant dans l'obscurité « Y a-t-il encore des Anglais ?» Et ce n'est que lorsque le silence fut sa seule réponse qu'il monta à bord du dernier destroyer et partit pour l'Angleterre. À peine 2 ans plus tard, en 1942, le destin lui présenta une épreuve encore plus infernale. Il fut envoyé en Birmanie. La situation là-bas était, si possible, pire que celle de Dunkerque. L'invasion japonaise était un raz-de-marée imparable. L'armée britannique, mal équipée et non préparée à la guerre dans la jungle, était en pleine désintégration. Alexander fut envoyé pour prendre le commandement d'une situation déjà considérée comme perdue. Sa mission n'était pas de gagner, c'était simplement de survivre. Au lieu d'être encerclé et anéanti, Alexander fit ce qu'il savait faire de mieux, organiser le chaos. Il prit les restes brisés d'une armée et la conduisit dans l'une des retraites les plus longues et les plus ardues de l'histoire militaire britannique. Il mena ses hommes dans une marche épique de plus de 1400 km à travers une jungle impénétrable, traversant des fleuves puissants et des chaînes de montagnes, harcelés constamment par les Japonais et décimés par le paludisme et le choléra. C'était une retraite d'un bout à l'autre d'un pays, sur un terrain infernal, et il réussit. Il ramena les restes de son armée en sécurité en Inde. Ces 2 expériences, Dunkerque et la Birmanie, furent techniquement des défaites. Mais dans la défaite, elles forgèrent sa légende. C'étaient des défaites victorieuses. Elles cimentèrent sa réputation comme l'homme vers qui se tourner quand tout était perdu, quand la panique menaçait de tout consumer. Churchill et le haut commandement apprirent une leçon vitale sur Harold Alexander. Cet homme ne paniquait pas. Il ne craquait pas. Il analysait, organisait et surtout, il sauvait des armées pour qu'elles puissent combattre un autre jour. Et ces armées qu'il sauva des griffes de l'anéantissement seraient bientôt le fer de lance de la contre-offensive alliée, avec lui à leur tête. Avoir sauvé les armées à Dunkerque et en Birmanie ne fut pas la fin de l'histoire de Harold Alexander. Ce n'en fut que le prologue. Il avait prouvé qu'il pouvait préserver une force de combat dans les pires conditions imaginables. Désormais, Winston Churchill et le haut commandement allié allaient lui confier une tâche infiniment plus complexe: diriger ces mêmes forces vers la victoire. Son ascension le mena au sommet du commandement allié en Méditerranée, le théâtre d'opération où son talent unique pour la diplomatie militaire, la supervision stratégique et la gestion des égos seraient non seulement utiles, mais absolument indispensables. L'ère de la retraite était terminée. L'ère du commandant suprême venait de commencer. Sa première étape fut le désert. En août 1942, il fut nommé commandant en chef pour le Moyen-Orient. La situation était critique. L'Africa Corps de Rommel était aux portes de l'Égypte. Alexander devint le supérieur direct d'un général qui commençait déjà à être une légende à part entière: Bernard Law Montgomery. La relation entre les deux fut la clé du succès. Tandis que Monty, le tacticien méticuleux et égocentrique,
planifiait et exécutait avec brio la décisive bataille d'El Alamein, Alexander jouait un rôle moins visible, mais tout aussi crucial. Il était le parapluie stratégique. C'est Alexander qui géra les appels constants et nerveux d'un Winston Churchill impatient, qui exigeait une victoire immédiate. C'est lui qui assura le flux ininterrompu d'hommes, de chars et de canons que Montgomery réclamait pour garantir le succès. Il agit comme le parfait amortisseur, absorbant la pression politique d'en haut pour que son commandant sur le terrain puisse se concentrer exclusivement sur la destruction de l'ennemi. Le triomphe arriva, et tandis que Montgomery se baignait dans la gloire d'El Alamein, l'influence d'Alexander s'étendit. Avec l'arrivée des forces américaines de l'opération Torche en Afrique du Nord-Ouest, le théâtre d'opération devint immensément plus complexe. Alexander fut placé à la tête du 18e groupe d'armée, une position qui exigeait d'unifier sous son commandement la vétérane 8e armée britannique, qui pourchassait Rommel depuis l'Est, et les troupes américaines inexpérimentées, mais enthousiastes, qui avançaient depuis l'Ouest. Sa diplomatie fut le catalyseur. Il réussit à forger une relation de confiance avec le général américain Dwight D. Eisenhower, et ensemble, ils coordonnèrent les mouvements de deux armées aux cultures, doctrines et expériences totalement différentes. Cette unification culmina dans la campagne de Tunisie, acculant les forces de l'Axe dans une poche de laquelle elles ne pouvaient s'échapper. En mai 1943, près de 250 000 soldats allemands et italiens se rendirent en masse. C'était la première grande victoire offensive d'Alexander. Une victoire obtenue non seulement avec des balles, mais avec de la patience, du tact et une gestion magistrale de l'Alliance. Mais si l'Afrique du Nord fut un examen final, l'Italie serait son épreuve ultime. Après le succès en Tunisie, Alexander fut nommé commandant suprême de toutes les armées alliées en Italie. Ici, sa responsabilité atteignit une échelle monumentale. Il allait diriger l'une des armées les plus multinationales jamais rassemblées dans l'histoire de la guerre. Sous sa bannière combattaient des Britanniques, des Américains, des Canadiens, des Polonais, des Néo-Zélandais, des Sud-Africains, des Indiens, les courageux soldats de la France libre et même un corps expéditionnaire du Brésil. C'était une véritable tour de Babel militaire, et Alexander était le seul homme capable de leur faire à tous parler la même langue, celle de l'offensive. La campagne d'Italie, conçue par Churchill comme le ventre mou de l'Europe, se révéla être tout sauf molle. Ce fut une campagne interminable, une lutte brutale et sanglante. Alexander fut confronté à un terrain montagneux qui était un cauchemar pour toute armée attaquante, une succession de lignes défensives naturelles qui favorisaient toujours le défenseur. Et le défenseur était l'un des meilleurs maréchaux d'Allemagne, Albert Kesselring, un maître de la guerre défensive qui vendit chèrement chaque parcelle de terrain au prix fort du sang allié. Mais les défis ne se trouvaient pas seulement de l'autre côté de la colline, ils étaient au sein de son propre quartier général. Alexander dut gérer les énormes frictions entre ses propres généraux, comme l'ambitieux et souvent insubordonné général américain Mark Clark, toujours en quête de gloire pour sa 5e armée, et les commandants britanniques, souvent méfiants envers leurs alliés américains. Les querelles pour les ressources, la stratégie et le prestige étaient constantes et féroces. Au milieu de cette tempête d'acier et d'ego, Alexander était le centre du calme. Avec son charme aristocratique et son autorité tranquille, il apaisa les différends qui menaçaient de fracturer le commandement. Il écouta patiemment les plaintes de chaque faction nationale. Il absorba les pressions politiques de Londres et de Washington, qui exigeaient des avancées plus rapides, sans comprendre la brutale réalité du terrain. Il maintint la fragile coalition unie à travers la lente et sanglante agonie de l'avancée, depuis les débarquements en Sicile et à Salerne, en passant par la lutte amère et terrible de Monte Cassino, où le 2e corps polonais hissa finalement son drapeau sur les ruines du monastère, jusqu'à l'assaut final de la formidable ligne gothique. Son leadership ne se mesurait pas en harangue féroce, mais en réunion tranquille, en câble diplomatique et en une présence constante qui assurait à tous les contingents que leur sacrifice faisait partie d'un effort unifié et apprécié. Finalement, sa persévérance porta ses fruits. En mai 1945, juste avant l'effondrement final de l'Allemagne, Harold Alexander présida la reddition inconditionnelle de près d'1 million de soldats allemands en Italie. Ce fut l'aboutissement de son chef-d'œuvre. La campagne d'Italie,
si coûteuse et souvent critiquée, avait rempli son objectif stratégique vital. Immobiliser des douzaines des meilleures divisions allemandes pendant près de 2 ans, les maintenant loin des plages de Normandie et de l'avancée implacable de l'armée rouge sur le front de l'Est. Ce fut la victoire silencieuse du général gentilhomme. Quand les canons se turent enfin en Europe, le monde fit face à une nouvelle et monumentale tâche, celle de construire la paix sur les ruines de la guerre. Pour de nombreux guerriers, la transition vers ce nouveau monde fut difficile, un silence contre nature après des années de fracas. Mais pour Harold Alexander, ce fut une transition presque parfaite. Son tempérament, forgé dans le creuset du conflit, se révéla idéal pour les défis de la diplomatie et du service public. Le même homme qui avait maintenu unies des armées multinationales sur le champ de bataille était exceptionnellement qualifié pour aider à unir les nations en temps de paix. Le soldat devint un homme d'État. Son premier grand rôle d'après-guerre le mena de l'autre côté de l'Atlantique. En 1946, il fut nommé gouverneur général du Canada, le représentant de la couronne, dans une nation dont il avait commandé les soldats avec tant de respect lors de la campagne d'Italie. Et le Canada l'accueillit non pas comme un dignitaire distant, mais comme l'un des siens. Alexander fut un gouverneur général énormément populaire. Il rompit avec la formalité de ses prédécesseurs et, aux côtés de son épouse, il voyagea abondamment à travers le vaste pays, des côtes de Terre-Neuve aux prairies de la Saskatchewan et aux territoires du Nord. Il se délectait de la nature canadienne, rencontrait des vétérans, visitait de petites communautés et forgea un lien personnel et sincère avec les Canadiens. Son charme naturel, son humilité et son affection évidente pour le pays et ses habitants laissèrent une empreinte durable. Quand son mandat prit fin en 1952, il avait gagné une place dans le cœur de la nation. Et jusqu'à ce jour, on se souvient de lui comme l'un des gouverneurs généraux les plus aimés et les plus respectés de l'histoire du Canada. Son ancien chef, cependant, avait encore un dernier service à lui demander. En 1952, Winston Churchill, de nouveau Premier ministre, le rappela à Londres pour qu'il rejoigne son gouvernement en tant que ministre de la Défense. Sur le papier, cela semblait être le choix parfait. Mais la réalité fut différente. Alexander, l'homme qui s'épanouissait en construisant des consensus et en restant au-dessus des querelles, se retrouva plongé dans le monde de la politique partisane. Le champ de bataille du Parlement, avec ses embuscades verbales, sa loyauté tribale et ses intrigues, était un terrain étranger et déplaisant pour lui. Son caractère, fondé sur l'honnêteté directe et la diplomatie, ne s'adaptait pas bien aux exigences d'un poste politique. Il eut moins de succès dans ce rôle, une note de bas de page dans sa carrière qui, cependant, souligne sa nature fondamentale. Il était un unificateur, pas un polémiste. Après 2 ans, il se retira de la politique, à son grand soulagement et sans doute à celui d'autres. Il se retira dans la vie privée en tant que ce qu'il était, l'une des figures les plus respectées et les plus aimées de la nation, un véritable héros de guerre qui avait servi son pays sans faillir. Durant ces dernières années, il se consacra à préserver son héritage, mais il le fit de la manière que l'on attendait de lui. Il écrivit ses mémoires, mais contrairement à d'autres généraux dont les autobiographies étaient remplies d'autoglorification et de justification, celles d'Alexander furent écrites avec son style caractéristique, modeste, généreux et chevaleresque. Il attribuait le mérite aux autres, minimisait son propre rôle et relatait les événements avec une sérénité qui reflétait l'homme lui-même. Harold Alexander, le comte Alexander de Tunis, s'éteignit en 1969. La nation lui rendit le dernier et le plus grand des honneurs. Des funérailles d'État, dirigeants mondiaux, vétérans et simples citoyens s'alignèrent dans les rues pour dire adieu à l'homme qui avait été un pilier de force dans les moments les plus sombres. Ces funérailles n'étaient pas seulement pour un maréchal, c'était un adieu à un symbole, un requiem pour une époque. Son héritage immédiat est celui d'être commémoré comme le dernier grand gentleman britannique, un chef qui incarnait des qualités qui semblent d'un autre temps, un calme inébranlable, un honneur irréprochable et une dignité silencieuse. Dans un siècle de bruit, de fureur et d'extrêmes idéologiques, Alexander a démontré que la modération, le tact et le respect n'étaient pas des signes de faiblesse, mais les outils d'un pouvoir immense et durable. Il fut la preuve vivante que l'autorité la plus efficace n'est pas celle qui s'impose, mais celle qui se gagne.
La réponse à la question de savoir si le calme peut être l'arme la plus acérée d'un général se trouve dans sa vie extraordinaire. Et la réponse est, sans l'ombre d'un doute, un oui retentissant. Quelle est donc la place de Harold Alexander dans le panthéon des grands chefs militaires? Le consensus historique est clair. Il figure parmi les 3 grands commandants de campagne britanniques de la Seconde Guerre mondiale, une trinité du commandement aux côtés du génie tactique de Bernard Montgomery et du maître de la guerre dans la jungle, William Slim. Mais si Monty fut le maître de la bataille méticuleuse et Slim celui de la campagne impossible, Alexander détient un titre qui lui est propre et incontestable. Il fut le maître suprême de la guerre de coalition. Il personnifie un style de leadership que nous appellerions aujourd'hui l'intelligence émotionnelle. Un leadership fondé non sur le fracas et la fureur, mais sur l'autorité tranquille, la persuasion et une profonde compréhension de la nature humaine. La carrière d'Alexander en Afrique du Nord et surtout en Italie a démontré une vérité fondamentale sur le haut commandement dans la guerre moderne. Souvent, la tâche la plus importante et la plus difficile d'un commandant suprême n'est pas de gérer l'ennemi, mais de gérer son propre camp. Il fut l'axe autour duquel a tourné la machine de guerre alliée, s'assurant que ses composantes complexes et souvent conflictuelles ne s'entredéchirent pas. Bien sûr, son héritage n'est pas exempt de débat. La principale critique qui lui a été faite au fil des ans est de savoir s'il possédait l'instinct du tueur, cette pointe de cruauté et d'élan implacable qui caractérisait d'autres grands généraux comme Patton ou le maréchal soviétique Zhukov. Était-il en fin de compte trop gentleman? Son style de commandement distant et délégataire était-il une faiblesse qui permit à ses subordonnés, comme l'ambitieux général américain Mark Clark, de commettre des erreurs stratégiques coûteuses dans leur quête de gloire personnelle? C'est une question valide. Mais elle en soulève immédiatement une autre qui est, peut-être, la clé de tout son héritage. Ou était-ce précisément cette attitude, ce calme et cette disposition à laisser de l'espace à ses commandants qui a empêché la fragile alliance en Italie de s'effondrer complètement? Un chef avec un ego plus grand ou un style plus abrasif aurait pu fracturer de manière irréparable les relations entre Britanniques, Américains, Polonais et Français. Peut-être que la patience d'Alexander n'était pas un manque d'instinct du tueur, mais la manifestation d'une sagesse stratégique supérieure. Aujourd'hui, sa figure reste une source d'inspiration, un modèle de leadership étonnamment pertinent pour notre monde interconnecté. À une époque d'organisation complexe, d'entreprises multinationales et d'alliances géopolitiques, les compétences d'Alexander sont plus précieuses que jamais. Sa capacité à forger l'unité à partir de la diversité, à absorber la pression et à garder la tête froide au milieu du désastre et des querelles, est sa leçon la plus durable. Et maintenant, la question est pour vous. Quelle facette de Harold Alexander vous semble la plus cruciale pour la victoire alliée? Sa bravoure personnelle et son calme surhumain lors de l'organisation des retraites de Dunkerque et de la Birmanie, ou son incomparable habileté diplomatique pour diriger la chaotique armée multinationale en Italie? Fut-il un génie stratégique sous-estimé, dont la véritable valeur résidait dans sa gestion silencieuse, ou fut-il simplement l'homme qu'il fallait, avec le tempérament qu'il fallait, au moment exact où l'Alliance en avait le plus besoin? Le débat est ouvert dans les commentaires. Si vous souhaitez continuer à explorer les histoires des grands leaders qui ont façonné notre monde, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime à cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochain chapitre.